Star Wars en direct vous invite au Salon Fantastique à l'espace Champéret du 17e arrondissement de Paris à l'occasion de la 7e édition qui aura lieu du 2 au 4 novembre prochain. Laissez-vous porter le temps d'un week-end vers de nouvelles contrées et venez découvrir d'incroyables activités autour de la fantasy, du médiéval, de la science-fiction et du steampunk. Venez rencontrer nos invités spéciaux Stanislav Yavensky et Tolga Saffer, joueurs de Quidditch dans Harry Potter et la Coupe de Feu, ainsi que Paul Blake qui a joué le rôle de Greedo dans Star Wars Un Nouvel Espoir. Plusieurs exposants, artisans, costumiers, écrivains et illustrateurs vous feront voyager bien au-delà des limites de votre imagination. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook du Salon Fantastique ou consultez le site web salon-fantastique.com. Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition interview qui va être consacrée au documentaire Star Wars québécois Que le fan soit avec toi. Je suis Danny Pépin et aujourd'hui je serai seul pour vous présenter cette édition du spin-off Star Wars en direct interview. Pour ceux qui sont pas habitués à Star Wars en direct interview, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un nouveau spin-off qui permet de mettre de l'avant soit des personnalités qui ont bâti leur carrière autour de Star Wars ou soit des fans qui se sont démarqués ou qui se démarquent par leur projet originaux créatif qui est inspiré par la franchise. Jusqu'à présent, on a discuté avec le réalisateur du fan-film TD 73028 Soliloquy et aussi on a fait une entrevue avec Timothy Zahn alors qu'il était à une convention à Toronto. Si vous avez un projet Star Wars qui mérite notre attention, ben n'hésitez pas à communiquer avec nous soit par Facebook ou au courriel studio@starwars.direct. Nos émissions récentes, plus récemment, on a eu Star Wars en direct collecteur numéro 15 qui parle autographe et donc on parle donc Sébastien et Raphaël parlent de Official Picks et de Tops, des deux compagnies qui se spécialisent en autographe. On a aussi le Star Wars en direct Series numéro on a aussi Star Wars en direct série numéro 2 qui est un débrief des 4 premiers épisodes de Star Wars Resistance, la série animée. Et aussi Star Wars en direct littérature numéro 27 où on discute des comics Mace Windu et du tome 1 de la nouvelle série Dark Vador. Bien entendu, remerciements à nos partenaires, donc Mint Inbox, Star Wars Holonet, Cyclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Sans plus tarder, on part en hyperespace pour discuter avec le réalisateur Marc Joly Corcoran. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, Que le fan soit avec toi est un documentaire en français qui suit 4 fans dans leur vie de tous les jours et comment ils vivent tous leur passion Star Wars au quotidien. Avec moi pour discuter de ce long métrage, je suis accompagné du réalisateur Marc Joly Corcoran. Bienvenue à Star Wars en direct, comment vas-tu? Bonjour, ben écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir à ton émission. Ben, ça me fait plaisir. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet du documentaire, j'aimerais un peu en connaître un peu plus sur toi, sur ta passion. Donc, on va commencer par la question qu'on pose à tous nos invités. La première question, comment as-tu découvert Star Wars? Oui, c'est bon ça. Comment j'ai découvert Star Wars? Écoute, moi, je fais partie de la première... je dirais de la première garde, là, la génération X, là. Donc celle qui a vu Star Wars au cinéma. Puis je dis toujours à la blague, ça je le répète, là, je le dis souvent, là, je dis mes parents m'ont amené voir Star Wars au cinéma, mais dans les faits, il n'y avait pas d'argent pour payer une gardienne, fait qu'ils m'ont traîné au cinéma voir Star Wars.
Puis, parce que, écoute, j'avais 2 ans et 10 mois, 9 mois quand c'est sorti. Donc, écoute, pour être honnête avec toi, je m'en rappelle pas. Okay? Je me rappelle pas je me rappelle d'une root beer, là, mais d'avoir bu une root beer à un moment donné après, mais je me rappelle pas du moment, sauf que je me rappelle de l'impact que le film a eu sur moi. Après, je veux dire, je voyais les images de Star Wars à la télé, je savais c'était quoi, là, tu sais, j'avais 6-7 ans. Puis, je veux dire, je dessinais des vaisseaux spatiaux. Là, pour moi, c'était la science-fiction, c'était comme c'est devenu une révélation. Là. Donc, je me suis développé une passion pour la science-fiction de façon générale, même jusqu'à aller voir Aliens, même ça m'a traumatisé pendant à peu près les 5 prochaines années qui ont suivi. Ouais, je comprends. Mais je l'ai regretté, mais tu sais, Rencontre du troisième type, et tout ça, toute cette vague de films de science-fiction-là de la fin des années 70, début 80, qui m'a beaucoup marqué, là, tu sais, comme jeune enfant, tu sais, jusqu'à Back to the Future, 85, tout ça. Donc, mais quand Star Wars se rejouait à la télé, je le manquais rarement, tu sais, donc je le réécoutais. Puis même, c'était en anglais, j'étais très Yes No Toaster à l'époque, là. Donc, quand j'étais jeune, je parlais pas anglais, mais je veux dire, Star Wars, c'est un langage universel, donc j'étais, comme j'ai déjà écrit à un moment donné, je comprenais rien, mais en même temps, je comprenais tout, tu sais. Parce que c'est un langage universel, Star Wars, je comprenais, même si je comprenais pas ce qu'il disait. Je pouvais suivre l'histoire, tu sais, jusqu'à comme enfant, en pleurer à la fin quand Obi-Wan meurt. Spoilers! Je veux dire, Puis bon, il y avait un contexte aussi, tu sais, familial. Là. Je viens d'une famille de parents divorcés et tout ça. Fait que bon, il y a peut-être ça qui m'a aussi marqué, là, le fait de voir une figure paternelle en Obi-Wan qui se fait zigouiller, mais qui est toujours là, présent, en voix, tu sais, qui est rassurante. T'sais. Donc, c'est pas mal comme ça. J'ai découvert Star Wars quand j'étais très jeune, puis jusqu'à ce que mes parents il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais tu sais, j'ai eu quelques jouets. C'est drôle parce que j'ai vu New Hope au cinéma, certes, et après ça, je l'ai vu à la télé, mais j'ai jamais vu Empire contre-attaque au cinéma. Je l'ai vu quand j'étais au cégep. Donc, c'est bien bizarre, ça. Donc, j'ai reçu des jouets en cadeau quand j'avais 7-8 ans de l'Empire contre-attaque. C'était Star Wars, mes parents, Star Wars. On va y acheter des bonhommes Star Wars. Un bonhomme ou deux. J'avais même le Cloud... Le vaisseau de Cloud Car, c'est ça. Puis bon, j'avais pas vu le film, tu sais. Puis j'ai vu le Retour du Jedi avant. J'ai vu le Retour du Jedi à 11 ans. Mon père m'a amené voir le Retour du Jedi. Puis c'était un des rares films, je pense, ou le premier, je pense. Le premier, c'était 2010. J'avais demandé à mon père de me ramener le voir une deuxième fois. C'était en 84, le film 2010, qui est la suite de 2001. C'était la première fois que j'ai demandé à mon père de me ramener au cinéma pour aller voir un film une deuxième fois. J'avais 10 ans, puis le Retour du Jedi, c'est pareil. Quand on était voir le Retour du Jedi, j'ai dit « je vais aller le revoir ». Puis le lendemain, je suis retourné le voir. Il m'a amené tout seul. Là. Je sais pas, il m'a laissé là. Il est venu me rechercher 2 heures après. Là. Fait que c'est pas mal ça. Là. On est pas mal dans le même bateau. Hein? On a à peu près le même âge, donc... oui, effectivement, la génération X. Exactement. Ça, c'est une génération qui m'intéresse dans le documentaire aussi beaucoup. Donc. Tu parles beaucoup de ta passion pour Star Wars quand tu étais jeune. Maintenant, de nos jours, comment tu entretiens ta passion pour ça, pour cette franchise-là? Comment je l'entretiens? Écoute, moi, ça a été il y a eu une espèce de, une petite période morte, là, je pense qu'on le sait tous, là, entre Retour du Jedi et les prequels. Donc, l'univers étendu a pris la place, puis c'était pas mal une stratégie volontaire de Lucasfilm, là, de laisser carte blanche à des créateurs, là, pour garder le plus possible en vie cet univers-là. Puis quand les prequels sont arrivés, je parle pas de leur qualité là ici, mais si on aime ou pas, parce qu'ils sont, à la limite, c'est des films quand même qui ont marqué une génération. Je parle à des plus jeunes, puis qu'eux, ils ont été marqués, puis ils ont aimé les prequels. Fait que je pense qu'il faut respecter ça, mais en tout cas. Puis, mais quand même, moi, ça m'a vraiment réallumé ce retour-là avec des prequels en 99. Je dois avouer que quand j'étais voir Phantom Menace au cinéma, j'avais comme un drôle de sentiment un peu bizarre, étrange, mais j'ai quand même été le voir plusieurs fois au cinéma. J'attendais avec effervescence, avec impatience la scène finale avec Darth Maul, qui est à mon avis encore une des meilleures scènes de tout Star Wars confondu. Puis ça vient des prequels. Fait qu'à un moment donné, il faut... Je pense que Darth Maul, c'est pas mal des personnages qu'on aurait tous voulu, je pense, comme fan, qu'ils soient pas zigouillés à la fin de Phantom Menace. Et puis, ben, j'ai un petit frère et une petite sœur, là, en ce moment, qui sont 16 ans plus jeunes que moi, mais à l'époque, ils avaient 8 et 9 ans. Et puis, je me rappellerai toujours de la fois où je les ai amenés, peut-être pour mon 3e visionnement, 3e ou 4e, je me rappelle plus, mais je les ai amenés voir Phantom Menace.
Et puis, écoute, eux autres, ils tripaient, là, tu sais. Je veux dire, mon petit frère, je me rappelle, à la fin, il était sur le bout de son siège au cinéma, il applaudissait, tu sais, quasiment, là. Je me rappelle, il frappait, tu sais, dans ses poings ensemble, là, tu sais, quand ça explose à la fin, là, tu sais, quand les gentils gagnent, puis tout, tu sais, ça... Fait que ça m'a vraiment, tu sais, ça m'a permis, si tu veux, d'apprécier ces films-là avec un autre regard, tu sais. Avec un regard d'enfant, un regard de plus jeune, disons, moins blasé, en tout cas, moins cynique, là, tu sais. Et puis, ben, ça m'a comme aussi encouragé à commencer à collectionner. Fait que je me suis mis à collectionner les figurines de Star Wars de Phantom Menace. Puis il était de qualité, là. Les figurines de Phantom Menace, là, ils étaient vraiment, en tout cas, c'était une belle ligne de jouets, je pense, là. Ils étaient vraiment bien fait, là, au niveau des moules et tout ça. Contrairement à Attack of the Clones, là, après ça, quand ils ont sorti des figurines d'Attack of the Clones, je trouvais qu'il était vraiment, le plastique, qui était mollasse, mou, c'était pas un plastique, là, qui était de qualité, là, par rapport au premier. Et puis je me suis mis à collectionner d'autres affaires, des action fleet, des petits vaisseaux, des trucs comme ça. Puis je veux dire, j'ai comme entretenu ça pendant des années. Tu sais, même jusqu'à récemment, je dirais que j'achète de temps en temps des choses. Tu me demandais là, comment est-ce que j'entretiens cette passion-là. Je te dirais que je les écoute très souvent. Les films, je les réécoute à chaque année. C'est sûr que je vais les réécouter. Que ce soit sur Showcase à la télé, quand il y a le Showcase Marathon. Ouais. Star Wars Marathon à Showcase, là, à l'Action Grasse. C'est à chaque année maintenant. Oui, là, ça fait 2-3 ans que c'est à chaque année. Fait que ça, puis écoute, ça fait 3 fois qu'on va au Japon, puis je me suis développé une passion pour la collection Kotobukiya. Les sideshows sont vraiment trop dispendieux, je pense, pour moi. Là. Ça me tente pas de mettre 20 000 $, là, pour avoir toute une collection de figurines. Là. Mais je trouve que les Kotobukiya, c'est vraiment une belle série de jouets. Là. Ben, je dis jouets là, de statuettes plutôt, parce qu'ils sont pas articulés. On peut pas vraiment jouer avec. Là. Donc, ils sont dans des caisses, là, bien... qu'on voit d'ailleurs dans ma vidéo de présentation, je suis devant mes figurines Kotobukiya dans ma vidéo de présentation sur Indiegogo. Là. Où est-ce que je présente moi-même le projet. Il y a derrière, dans la bibliothèque, il y a mes figurines Kotobukiya. Puis, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui te demande sur Facebook où est-ce que tu as pris ta bibliothèque. Oui, c'est ça, mes caisses, je pense, les displays que j'avais, ils se demandaient où j'avais pris ça. Ben écoute, je les ai pris là-bas au Japon, les fois que j'y ai été, il y a la boutique Kotobukiya, qui est sur 5-6 étages. Il y a un étage où est-ce qu'il y a des figurines, puis il y a un bout dans le magasin où est-ce qu'on peut acheter des displays de différentes grandeurs, de différentes largeurs, etc. Puis, j'en reviens tout le temps avec une quinzaine, en tout cas, les fois que j'y étais, là, je revenais avec une quinzaine de petites caisses. Puis, les caisses, en fait, ils se plient, sont comme c'est pas en acrylique, c'est comme c'est foldable, là, excuse-moi l'anglicisme, c'est pliable, là, ce qui fait que c'est pas un cube là, que j'amène dans ma valise. Là. Donc, je peux plier le plastique, puis ça prend pas de place. Fait que je peux en amener une dizaine là, dans le fond de la valise. T'sais. C'est pratique. Tu m'as parlé que tu aimais beaucoup la trilogie originale, un peu moins la prélogie, mais qu'est-ce que tu penses maintenant des films sous le règne de Disney jusqu'à présent? Ça me fait un peu rire, ça, sous le règne de Disney. C'est-à-dire, moi, on pourrait me gaver de Star Wars à chaque année, là, puis ça me dérangerait pas. Là. Mais c'est sûr qu'en même temps, je pense que là, récemment, Disney s'est rendu compte que Star Wars peut pas être traité de la même façon que les films de Marvel. Les films de Marvel, ça vient d'un médium du comic book pour lequel les gens, les fans de comic book sont habitués d'avoir des publications hebdomadaires, puis d'en avoir souvent, puis de suivre leurs personnages régulièrement de manière très, 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 très étroite. Alors que Star Wars, dans l'ADN de Star Wars, c'est un événement. C'est un événement cinématographique, puis tu peux pas créer un événement cinématographique quand tu nous écœures avec ça à chaque 6 mois. Donc, pour le dire bêtement comme ça. Là. Alors, c'est la seule chose que je reproche, là, je dirais, c'est que je trouve que là, déjà avec Last Jedi, puis bon, Solo après l'autre, ça a été une erreur assez monumentale, à mon avis. Mais sous le règne de Disney ou pas, Disney sont là, c'est des distributeurs Disney, hein. C'est pas eux autres qui disent quoi faire là, au niveau des récits et des histoires. Là. Mais en tout cas, moi, je veux dire, mettons que je parle pas de connaissances internes, je suis pas dans le secret des dieux, là, mais Rian Johnson, il y a eu énormément de liberté là, dans son film, je pense qu'on l'a vu, là. Avec le résultat du film chez les fans, là, l'impact que le film a eu chez les fans. Donc, si Disney avait une si grande patte que ça, il n'y aurait pas, en tout cas, le film aurait fini autrement. Donc, comment est-ce que... Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé The Force Awakens, j'aime beaucoup Rebels, la façon que Rebels a été intégré avec Rogue One, par exemple. Presque, là, en fait, là, c'est pas tight, là, avec
avec Rogue One, Rebels, la série animée avec Rogue One. Quand même, il y a des liens, tu sais. Moi, j'aime bien cette direction-là transmédiatique là, qu'on appelle, c'est-à-dire transmédia, tu sais, entre différents médias. J'ai joué à Battlefront au storyline là, de la main campaign là, de Battlefront 2 que j'ai adoré. Puis, écoute, on peut dire ce qu'on veut de l'Âge Jedi, mais tu sais, l'Âge Jedi, moi j'attends en fait l'épisode 9 pour vraiment me prononcer sur l'Âge Jedi. La seule chose qu'on peut dire, oui, là, moi je veux dire, j'ai rien à dire sur le scénario. Il y en a qui vont dire ah non, le scénario est mauvais et tout. Je peux aller en fin de semaine avec, en tout cas, bref, je dirais pas avec qui, là, mais j'ai aussi quelqu'un qui vraiment il dit ah non, il aimait vraiment pas ça. Je respecte ça, je comprends ça, mais je pense pas que c'est un problème de scénario, l'Âge Jedi. Je pense que c'est plutôt un problème d'exécution. Puis quand je dis l'exécution, c'est vraiment des trucs de mise en scène. À la place d'avoir Luke Skywalker qui lance son sabre par en arrière de façon très, très, très volontaire, il aurait peut-être pu juste l'échapper tranquillement puis se dire hey, merde. Bon, ce genre de truc-là un petit peu plus subtil. Puis il va dire Carrie Poppins, on s'entend tous pour dire que c'est vraiment un peu débile, mais garde la même scène, le même scénario, c'est écrit pareil. Mais veut dire, change les plans un peu, enlève le plan où est-ce qu'on voit vraiment comme ça tenait un parapluie, là, puis je veux dire, je suis sûr qu'on n'en parlerait pas maintenant. Fait que je pense qu'il y a vraiment un petit problème d'exécution, puis peut-être au niveau de l'humour aussi. L'humour me gosse beaucoup là, dans l'Âge Jedi. Il y a comme une rupture de ton avec le premier, tu sais, The Force Awakens. Ouais, avec Poe Dameron, ouais, c'est ça. Non, écoute, il y a une rupture de ton au niveau de l'humour, tu sais, parce que l'humour de Star Wars, pour moi, ça venait toujours des personnages, ça venait jamais des situations. Alors que là, de l'Âge Jedi, j'avais l'impression que c'était un peu du slapstick, là, tu sais. Quand je suis sorti la première fois de l'Âge Jedi, j'étais avec mon petit frère, là, c'est une tradition, je vais voir ça avec mon petit frère, ma petite soeur, puis ma blonde, puis à la première, puis je suis sorti de là, je me dis, il y avait 3 brasseurs à côté. On s'en va-tu aux 3 brasseurs, là? J'ai besoin d'en prendre une bonne bière, là, parce que j'ai pas d'oublier. Écoute, j'avais l'impression que je venais de voir Spaceballs 2, tu sais. C'était mon premier feeling que j'ai eu. Évidemment, après 10-12 fois, je me suis dit, c'est un très bon film. Mais tu sais, il a fallu que je me le mette dans la gorge 10-12 fois. Il y a Rémi sur notre page Facebook qui te demande, c'est quoi ton plus gros souvenir relié à Star Wars? Qu'est-ce qui te revient, là, comme tu t'en souviens comme si c'était hier? Là? Ouais, aïe, aïe, aïe. Ben, quand j'étais voir Le Retour du Jedi, 83, donc j'avais 9 ans. OK. La scène du Rancor, je me rappelle que ça m'a vraiment marqué, là. C'est-à-dire, c'est pas un souvenir plaisant, là, peut-être, là, dans ce cas-ci. Mais curieusement, le lendemain, je voulais aller le revoir, le film. Là, mais je me rappelle qu'à ce bout-là, au cinéma, j'avais pas ça. Je me suis fermé les yeux, puis ça m'a un petit peu marqué. Là. Puis le lendemain, même, je me suis fermé les yeux pendant ce bout-là, juste pour dire. Ça, c'était un souvenir un peu bizarre là, que je me rappelle là, très bien. T'as été traumatisé. Oui. C'est un peu bizarre, oui, en effet. T'as du PTSD Star Wars. tu vois la créature dans tes rêves. Oui, écoute, là, j'ai traumatisé un gros post-choc traumatique, là. Non, écoute, puis le lendemain, je suis retourné le voir, je savais qu'il y avait la bébite, puis là, bon. Mais sinon, je te dirais, puis quand Phantom Menace est sorti, quand tout le buzz entourant Phantom Menace, puis mon petit frère, comme je disais, là, tant plus tôt, mon petit frère sur le bout de son siège, là, qui applaudissait, là, ça, je me rappelle de ça comme si c'était hier, là, puis j'en ai un sourire au visage là, quand je pense à ça, je me dis ok, Star Wars c'est ça, c'est du fun. Il y avait quand même un certain sens du fun aussi dans les prequels, dans Phantom Menace, disons. Oui, c'est ça. Maintenant qu'on a parlé un peu vraiment de tout l'aspect plaisir de Star Wars, ça reste du plaisir, mais qu'est-ce qui t'a amené vers la réalisation puis la production cinématographique là, qui est ta carrière maintenant là? Ouais, je suis chargé de cours à l'Université de Montréal, puis ça fait 8 ans que j'enseigne le montage là. Mais j'ai un parcours un peu bizarre, moi. J'ai un parcours un peu atypique, là, comme je dis souvent. Là, c'est-à-dire j'ai été assistant monteur longtemps quand dans ma vingtaine. Puis j'ai fait un documentaire aussi. Mon premier documentaire que j'ai réalisé, j'avais 22-23 ans. C'était sur le pèlerinage en Inde. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Il y en a un. Je me suis toujours intéressé aux religions. C'est-à-dire, peut-être pas aux religions en tant que telles, mais à l'émotion du sacré. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on vit une expérience intense avec un récit, puis dans le cas des religions, avec Dieu, par exemple, avec le Dieu qu'on vénère ou auquel on croit. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. D'un point de vue purement là, anthropologique, là, pas
pas d'un point de vue là, carrément institutionnel, je n'ai pas étudié le christianisme ni l'islamisme et tout ça, mais j'ai quand même étudié, j'ai un certificat en sciences et religions aussi, en plus d'avoir étudié en cinéma. J'ai un certificat en sciences et religions. Puis ça m'a amené en Inde où j'ai tourné un documentaire sur le pèlerinage. Puis par la suite, pour faire une histoire courte, j'étais assistant-monteur longtemps suite à ça, puis après ça, je suis retourné aux études en cinéma. J'ai étudié le film La Matrice, The Matrix pour mon mémoire de maîtrise. Puis après ça, j'étais pas censé faire un doctorat. Je pensais vraiment pas faire un doctorat dans la vie, là, franchement. Là. Le 20 ans, là, tu m'aurais dit, tu vas faire un doctorat sur Star Wars, puis sur des fan-films de Star Wars. Je t'aurais dit, tu es malade. Puis finalement, écoute, il arrive des affaires dans la vie. Là, à un moment donné, tu te dis que tu as juste une vie à vivre. Là. Puis je me dis, ouais, OK. Fait que c'est de la merde. Je fais mon doctorat. Je fais un doctorat en cinéma, mais je vais faire quelque chose qui me fait triper. Je vais le faire sur Star Wars. Puis sur les fan-films de Star Wars, puis sur les fans, mais liés à Star Wars, t'sais. Donc, j'ai fait une thèse de doctorat sur les fans. T'sais. Donc, évidemment, j'ai développé un concept dans tout ça, justement par rapport à l'émotion du sacré. Mais j'ai voulu séculariser, là, excuse-moi le terme, là, j'ai voulu rendre laïque, ou pas laïque, mais en tout cas séculariser l'émotion, t'sais. La détacher de l'institution de la religion pour l'amener dans le territoire de la culture populaire. Puis pour finalement me rendre compte qu'on a un comportement comme fan qui visite les conventions qui est très, très similaire en termes de structure là, comportementale là, aux croyants religieux, à celui qui pratique dans une religion. La seule différence, c'est que nous autres, on sait que Darth Vader n'existe pas. Alors bon, par rapport aux autres certaines religions là, qui croient en leur Dieu, nous, on sait que les personnages n'existent pas. Reste que c'est un univers qui nous fascine et on se plaît à se retrouver puis à s'identifier à ces personnages-là. Et ça nous fait du bien de se replonger dans cet univers-là. Puis après, ma thèse de doctorat, j'ai continué d'enseigner et tout ça. Puis en 2015, je me suis dit, OK, je vais faire un documentaire là-dessus, mais un long métrage, là. Pas un court métrage, pas un reportage comme Jeff s'amuse à me niaiser, à me dire souvent. C'est un reportage, souvent je le reprends, je dis non, c'est un documentaire, je fais. D'ailleurs, c'est ça, c'est que ça a commencé en 2015, j'ai cherché les personnages qui m'intéressaient. Puis je suis tombé un petit peu comme par hasard sur Jeff et Kim, l'univers de Jeff et Kim, mais sur Kimet au début. Puis il y a aussi, je dois l'avouer, l'émission Les Accros aussi, là, quand j'ai vu ces personnages-là et tout ça, je me suis dit, waouh, OK, il y a de quoi à faire là, tu sais. Puis, mais les Accros à Canal Vie, c'était une émission, tu sais, même pas d'une heure, c'était pas un documentaire, c'était vraiment... Bon, tu sais, ils peuvent appeler ça une série documentaire, là, mais c'est pas... Pour moi, un documentaire, c'est quand tu as un propos d'auteur, là, je veux pas avoir l'air... En tout cas, je dis humblement que je fais un documentaire parce que j'ai un propos, je veux dire quelque chose avec ça, tu sais. Il y a des choses qui m'intéressent là-dedans, tu sais, que je veux aborder, que je veux traiter avec mes personnages que je suis. Donc, je ne vais pas juste rapporter leur passion. Et justement, tu as parlé que tu as fait ton doctorat sur les fan-films sur Star Wars. Pourquoi ne pas avoir été dans la direction de faire un fan-film long à défaut de faire un documentaire, justement? Ben, c'est une bonne question. En fait, c'est le genre de truc que j'aurais peut-être fait si on m'avait engagé à l'université. C'est-à-dire que je dis ça à la blague, en même temps, c'était un peu vrai. J'ai appliqué 2 fois à l'université, puis j'ai pas fait la shortlist les 2 fois, comme on l'appelle. Mais mes projets, j'aurais eu comme projet de faire un fan-film académique, là, comme projet de recherche. T'sais. Donc, mais faire un fan-film, c'est dans mes plans. Je veux en faire un fan-film. Okay. Mais pour moi, c'était pas le documentaire puis le fan-film, c'est 2 affaires là, différentes. Là. Donc, j'ai envie de faire un fan-film, soit avec mon petit frère ou avec Steve, peut-être même Steve Gourlou. Il en avait fait un petit fan-film pour sa boutique. Là, ça je vais peut-être y en faire un à un moment donné. Là, on est en discussion. Là, on va voir ça. Ça ne peut rien promettre trop d'avance. Non, je peux pas trop m'engager, mais en même temps, on en a déjà parlé. Puis tout, fait que c'est un secret de polichinelle entre nous deux. C'est pas bien grave là, s'il entend ça. Donc, mais ça me tenterait. C'est sûr que je vais en faire un. Ça, c'est sûr. Mais c'est différent du documentaire. Excellent. Ben, justement, tu as parlé de Jeff et Kim. Donc, comment as-tu déterminé qui seraient les fans, les élus que tu suivrais tout au long du documentaire? Ben, j'avais plusieurs objectifs avec ce documentaire-là. Plusieurs, pas tant que ça. Là. Disons que je n'avais 2. Mon premier objectif, c'était d'essayer de m'intéresser à des gens de ma génération à moi. Moi, j'ai 44 ans, donc je m'intéresse à la génération X parce que j'ai envie de savoir où est-ce qu'elle est rendue, ma génération, par rapport à sa passion avec Star Wars.
ce qui n'a pas été fait. De mémoire, là, j'ai pas de documentaire en tête là, qui a déjà eu cet angle d'approche-là, de s'intéresser à des gens de la génération justement d'ouverture, mais puis dans le cadre d'un documentaire docu-réalité, disons, cinéma-vérité, comme on dit là, des fois aussi. Là. Puis en fait, on est ceux qui chevauchent deux autres générations. On a nos parents qui ont pu voir Star Wars, puis on est rendu à l'âge qu'on a des enfants qui découvrent Star Wars. Donc on est vraiment dans le milieu, on est comme le point focal de trois générations. C'est ça, effectivement. C'est ça, ceux qui redécouvrent, ceux qui l'ont découvert. C'est ça, effectivement, c'est vrai. Point focal de trois générations, je pense que c'est bien dit. Puis je voulais m'intéresser à cette génération-là. Ce qui fait que, pour moi, Jeff et Kim, un couple qui ont une petite maison en banlieue, qui ont une hypothèque, qui ont 2 enfants, qui travaillent, pour moi, c'était des sujets aussi, en tout cas, les premiers sujets aussi idéal pour aborder justement ce sujet-là du point de vue de ma génération. T'sais. Puis ben, Malgus, après ça, a suivi aussi, qui est de ma génération, et Steve Groulou aussi par la suite, qui a une famille, il embarque ses enfants là-dedans. Donc ça, c'était vraiment le premier objectif que j'avais. Le deuxième objectif que j'ai aussi avec ce documentaire-là, c'est, par la force des choses, de déplacer le spotlight qui est trop souvent sur, je m'excuse de le dire comme ça, là, je sais pas si en tout cas le Tanguy asocial dans son sous-sol, qui sort pas de chez lui, ou la geekette hyper sexualisée, là, qu'on voit très souvent dans les médias. Le cliché, le cliché du fan. Ça, le cliché du fan, le Superman overweight dans son costume, c'est correct, là, n'importe qui peut faire du cosplay, j'ai aucun problème avec ça. Je parle juste du focus que les médias portent sur cette espèce de tribu-là qui, pour beaucoup, on est juste une gang de fuckés. Puis ça, je l'entends, puis on se rend compte, moi puis la productrice aussi, là, on se rend compte que, non, je pense qu'il y a un besoin pour ce documentaire-là, pour que les gens comprennent que, hey, c'est du monde comme vous et moi, là, qui peuvent être passionnés de ça. Et puis d'ailleurs aussi, passionnés de Star Wars, c'est qu'ils l'expriment aussi d'une manière originale, quoi, soit par le cosplay ou autre chose, par faisant du fan art. Puis tu sais, d'ailleurs aussi, là, ils l'avouent très bien, Jeff et Kim, quand ils ont fait leur émission, il y en a beaucoup qui sont sortis du placard à cause de cette émission-là, qui ont eu un coming out, là, qui se sont dit, hey, Christy, moi aussi, je peux être geek, tu sais. Je peux. Donc, il y en a beaucoup qui sont permis justement de se laisser aller dans cette passion-là, ouvertement, par rapport aux autres. Donc, ça, pour moi, c'était un gros objectif, je pense, qui est important aussi, parce que, tu sais, on regarde les nouvelles à la télé, de moins en moins, je pense. De moins en moins, maintenant, le geek est une bébite un peu drôlement dépeinte dans les médias, je pense, parce que de plus en plus, je pense que c'est cool d'être geek aussi. Oui, c'est à la mode. C'est une bonne coïncidence de plusieurs éléments, justement, avec Jeff et Kim, qui montrent, oui, que c'est acceptable, mais les réseaux sociaux, etc., c'est vraiment large être geek maintenant. Mais c'est un milieu fermé aussi, hein, la communauté geek, parce que tu parles à d'autres gens qui vont pas dans les réseaux sociaux nécessairement, ou qui y vont, mais qui côtoient, ils visitent pas les groupes de geeks et tout ça. Moi, je parlais à quelqu'un un moment donné, il disait, ah ouais, il y en a, hey, crème, c'est débile, hein, ce qu'ils font, puis tout, puis tu sais, c'est quelqu'un avec qui je jouais de l'équipement, tu sais. Puis je dis, ouais, ben écoute, c'est un sujet qui est fascinant. Moi, j'essaie d'expliquer mon point, mais lui, dans sa tête, t'es comme, ils n'ont pas d'autre chose à faire, tu sais, c'est comme, oh shit. Regarde mon documentaire et tu vas voir qu'ils font plein d'autres choses dans leur vie normale. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore un besoin, là, parce que, tu sais, comme je te dis, c'est un vase clos aussi beaucoup, la communauté geek. Là, donc, moi, ce documentaire-là, je veux vraiment qu'il s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Tu sais, la petite madame là, qui collectionne des petites grenouilles en porcelaine, là, elle va se reconnaître dans mes personnages, c'est sûr. Dans la façon que mes personnages vont vivre leur passion et tout ça. Tu comprends? C'est pas juste des fans de Star Wars qui vont se reconnaître dans ce documentaire-là. Là, je suis convaincu. T'sais. Non, en fait, c'est quelque chose de plus général que les autres voient différemment. Je disais, un fan de sport, un fan des Canadiens qui collectionne tout, etc., c'est la même chose. C'est juste que le sport a toujours été plus accepté qu'être geek dans la société, tout simplement. Oui, le sport a toujours été relativement plus accepté, justement, peut-être par rapport à la culture populaire, tu sais, des récits, des super-héros et tout ça. Tu sais, pour beaucoup de gens, c'est des trucs pour les petits-enfants, tu sais. Mais je veux dire, en même temps, c'est très nostalgique en ce moment aussi. Il y a tout un aspect de nostalgie, comme Jeff le dit bien aussi dans la démo, là. Puis c'est vrai, tu sais, on est des grands maintenant, des adultes, on travaille et tout, mais on reste quand même très très proche de cet univers-là qui nous est
cher, tu sais. Mais tu sais, ça, ou le petit monsieur aussi à sa retraite qui fait des miniatures avec des modèles modèles à coller, des trains, tu sais. Il y a un petit peu, je pense que tout le monde a son activité, tu sais. Un petit retour en arrière de choses qu'on aimait faire quand on était plus jeune, un peu. Ouais, une espèce de refuge, mais pas un refuge pour fuir la réalité, tu sais. C'est parce que c'est correct d'avoir des moments qu'on appelle de non-productivité. Là. Je veux dire, on prend le dimanche ou samedi off, on fait rien. C'est correct. Moi, j'ai pas de malaise à rien faire dans ma semaine de temps en temps. Tu sais. Parce que je sais qu'à ce moment-là, je n'ai besoin pour vraiment, après ça, passer à autre chose. Mais tu sais, je veux dire, être fan, puis triper dans les Comic-Con et tout ça. Bon, on sait que c'est pas reposant, là, surtout, ça dépend des personnes. Comme la 500e s'investissent beaucoup et tout ça. Bon, Malgus, il travaille fort. Il est commandant officier, là, il travaille très fort là, pour la 501. Donc, non, c'est sûr que c'est pas reposant. Mais bon, c'est ça, écoute, c'est une activité comme des fois je dis, il y en a qui aiment dépenser 10 000 $ pour aller jouer au golf en Écosse, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben. Donc, tes personnages, t'as Jeff et Kim, famille typique. T'as Malgus qui fait beaucoup de cosplay, chef de la Légion. Et puis il est collectionneur vintage aussi. C'est un grand collectionneur de vintage. Ça, mais j'insiste là-dessus. Là. Ouais. Et t'as Steve Growley, fan, père de famille, propriétaire de restaurant et boutique. Donc, lui, il y a le côté commercial aussi qui va pouvoir le côté... Oui, parce que lui, entrepreneur, il exploite aussi d'une quelconque façon sa passion. Mais là, tu vois, ce que je vais suivre aussi d'ici la prochaine année, c'est la construction de sa maison. Il est en train de se faire construire une maison en ce moment avec son sous-sol qui sera, jusqu'à nouvel ordre, entièrement consacré à Star Wars. Donc, un petit musée. Donc, oui, puis c'est quand même c'est ça, c'est quand même une pas pire maison, là, de voir un cinéma maison. En tout cas, il y a beaucoup de petits raccoins, là, donc ça va être très... tout est consacré à Star Wars. Donc moi, je veux documenter ça, la construction de cette maison-là. Puis Malgus, c'est le côté vintage, beaucoup, commandant officier. Puis Jeff, c'est tout le côté costume, tout ça, parce que bon, il fabrique ses costumes aussi beaucoup. Là, il a son atelier, il est très, très habile de ses mains. Puis donc c'est tout cet aspect-là, donc moi qui m'intéresse aussi chez lui. Puis tout l'aspect réseaux sociaux aussi, là, avec Jeff, là, qui est intéressant aussi là, par rapport à... Ils ont tous leurs attraits, ils ont tous leur côté vraiment différent par rapport au fandom que je trouve vraiment intéressant à mettre ensemble. Parce qu'en plus, ces quatre personnages-là, avec Kim aussi, ils se connaissent. Là, ils se côtoient là, de temps en temps. Donc ça, pour le documentaire, c'est vraiment intéressant parce que de temps en temps, on va être avec Steve, maintenant on va être avec Malgus. Pouf, à un moment donné, on voit Jeff dans son atelier, Kim avec son costume un peu bizarre qu'on voit dans le démo, weirdo, comme elle dit. Puis à un moment donné, pouf, ils sont ensemble. Donc de temps en temps, on va les voir ensemble aussi, ça c'est sûr. Donc, on a nos personnages. Maintenant, tu as tout le tournage, le côté technique. Tu travailles aussi avec ta coproductrice. C'est quoi vos plus grands défis techniques, je dirais? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme embûche? Ouais, comme embûche, ouais. Qu'est-ce qu'on a eu comme embûche? Écoute, moi, j'ai décidé de m'acheter une caméra il y a 2 ans. Par moi-même, je me suis équipé là, avec un micro et tout ça. J'ai pas loué l'équipement parce que j'avais l'intention, moi, je me dis, OK, si jamais j'ai besoin de tourner, il faut que je sois prêt à partir dans la journée même, en 2 jours. T'sais. Donc, louer de l'équipement, déplacement et tout ça, je me suis dit non. Fait que je me suis acheté mon équipement. J'ai commencé à tourner beaucoup de matériel à partir de 2017, donc en côtoyant mes personnages, en essayant de les comprendre aussi. Donc, c'est comme une bonne partie de recherche aussi, qu'on pourrait appeler également. Et puis... la productrice Christine Falco, qui est avec la boîte Camera Oscura, qui est une productrice qui est relativement, en tout cas, qui est connue là, dans le milieu du documentaire à Montréal puis au Québec. Puis je vais vraiment être honnête pour dire que ça me fait du bien, là, parce que je me sens vraiment appuyé. Je sens qu'elle a tripe sur le projet, elle a confiance au projet. Puis là, c'est sûr que l'embûche principale qu'on a en ce moment, c'est le financement. Donc, c'est sur le plan technique, ça va. Je veux dire, je peux tourner, je peux continuer à tourner avec mon équipement. Mais c'est vraiment le principal embûche en ce moment, c'est le financement. Donc là, on essaie d'avoir du financement en développement là, des institutions qui aident, là, du moins, les films de cinéma au Québec. Puis, aussi au niveau des diffuseurs, on essaie d'avoir un diffuseur en ce moment. C'est pas facile, mais on va y arriver.
Mais on est sûr que ça va marcher. On est sûr qu'il y a un diffuseur qui va s'intéresser. C'est un sujet très intéressant, donc je pense que... La façon qui est abordée aussi, je pense qu'on a une approche qui n'a jamais été faite. Des fois, je le dis, ça a l'air un petit peu, je me pète pas les bretelles, là, je dis simplement, j'ai pas vu une approche comme ça pour un documentaire sur des fans. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, l'aspect un petit peu nouveauté, puis de l'approche. Puis ben c'est ça, c'est vraiment le financement. Fait que c'est pour ça qu'on a comme parti une campagne de socio-financement, parce que là, on a notre problématique actuelle, là, je dirais, c'est que là, on attend des réponses, mais les réponses de financement sont jamais synchronisées avec les besoins, les besoins qui se présentent. Et puis là, moi, mes 4 sujets vont à Celebration en avril prochain. Et puis, je veux dire, Malgus, ça risque d'être la dernière fois qu'il y va, en tout cas d'après ce que j'ai compris. Je peux pas manquer ça. Je veux dire, pour mon documentaire, je peux pas passer à côté de ça. Donc c'est parfait. Tu fais un bon lien avec la prochaine question, en fait. Oui, okay. Que tu t'en vas justement à Chicago, puis ta campagne Indiegogo, c'est justement pour ramasser des fonds pour faire le tournage de tous tes personnages vont être là-bas. Du moins Jeff Fekim et Malgus, je sais pas si Gros Steve y va aussi. OK, donc mais les 4 personnages y vont. Donc tu veux vraiment être capable de faire comme la série sur le Sunday avec cet événement-là qui a pour but de conclure la postlogie, en fait, avec l'épisode 9. Donc, c'est ça. Tu veux vraiment aller voir les personnages dans le milieu épique qui est le milieu des fans de la Star Wars Celebration. C'est ça, ben écoute, puis je parlais de la Mecque tout à l'heure, tu sais, le pèlerinage. Je parlais de pèlerinage avec mon documentaire en Inde, mais tu sais, le Celebration, c'est la Mecque pour les fans de Star Wars, tu sais. Donc, c'est un espèce de pèlerinage il y a comme une espèce de complémentarité thématique là, avec ce premier documentaire-là que j'ai fait, tu sais, dans ma vingtaine. Donc, donc j'ai des intérêts, là, disons, qui sont là, et abordés différemment, mais Celebration, donc, mes 4 sujets vont être là. Puis, je peux pas manquer ça. Donc, tu disais la série sur le Sunday. Bon, ça donne l'impression que ça serait la conclusion, mais ça serait pas la conclusion nécessairement. Ça serait un bon plot point là, qui mènerait vers peut-être une conclusion possible. Là, donc, ça va être l'apogée de leur fandom. Là. Ouais, de leur fandom à eux. Puis moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est quand on revient. C'est-à-dire que là, à vivre cette expérience-là en groupe intense, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens, c'est très, très crowded, là. On revient après, puis qu'est-ce qui se passe après? Tu vas voir le down de post-convention, célébration. Ouais. C'est ça. En tout cas, peut-être, je pense, là, en tout cas, pas que j'espère, là, je veux pas qu'il y ait personne qui soit déprimé, mais ouais, je veux voir justement ce post-là, là, cette espèce de petit down post-convention. Puis, c'est sûr que la maison aussi de Steve, ben là, elle sera pas finie. Donc, c'est sûr que j'ai encore du tournage à faire là, pour le documentaire. Donc, même si Celebration s'est tourné plus tôt, c'est pas grave. Là, je veux dire, ça peut aller vers la conclusion pareil. Là, je tourne, mais je sais que ça sera probablement peut-être pas monté chronologiquement tout le temps. Là, je veux dire, et je tourne sur 2-3 ans. Là, alors, oui, parce que évidemment, je veux compléter cette histoire-là avec Steve, là, donc c'est de sa maison. Malgus, il va avoir un bon bout de compléter parce que peut-être qu'il sera plus commandant officier. Puis Jeff Ekim, là, il y a tout l'aspect réseaux sociaux aussi. Là, je ne veux pas trop aller là-dessus là, parce qu'il y a des choses qui préparent de son bord, puis je veux pas rien annoncer, mais il y a des choses que je veux suivre de son côté aussi, là, à lui et Kim, là, qui reste à faire. Donc, non, il reste pas mal de choses à faire. Donc, puis le développement aussi, parce que là, on a besoin de sous à la fois pour Celebration. Parce que Celebration, je disais, c'était un one-shot deal, hein, c'est ça. C'était un one-shot deal dans le sens que moi, je m'en vais là. Je ne vais pas là tout seul. J'ai besoin de sous pour me payer une petite équipe. J'ai besoin d'un partenaire de son, d'un caméraman. On va être 2 à filmer. Moi, je vais quand même avec ma caméra, mais je veux un autre caméraman aussi, là, DOP, d'expérience, un directeur d'expérience qui est habitué à ce genre de tournage-là. Donc ça demande des sous. Il faut que je paye des billets d'avion et tout ça, le logement là-bas. Donc, il n'y a pas rien de donné. Louer l'équipement aussi, parce qu'il faut pouvoir louer d'autres équipements aussi. Donc, il y a ça à couvrir. Puis aussi, les frais de développement. En tout cas, si dans mes rêves les plus fous, on peut dépasser l'objectif, ça serait génial. Donc, ça me permettrait de pouvoir m'asseoir aussi. Parce que moi, mon objectif, c'est qu'en 2019, je puisse m'asseoir puis regarder la tonne d'images que j'ai accumulées. Je risque, là, en bout de ligne, là, de peut-être d'avoir au-dessus de 200 heures d'images. Et plus, là.
Et ça, il faut que j'aille le temps de faire ça. Il faut que je m'assoie. Il faut que je puisse décider à un moment donné de ne pas donner de cours à l'université parce que je vais charger de cours, mais si je ne peux pas donner de cours parce qu'à un moment donné, il faut que je m'investisse dans le montage. Ça va être un montage intensif, là, je dirais d'à peu près une année, là, ce projet-là. Juste en termes de post-production. Donc, quand est-ce que tu penses terminer? Tu dis tu veux t'asseoir en 2019 puis prendre le temps de regarder tout, mais ton objectif mettons, d'année de parution, ouais? Ben, écoute, la sortie prévue, c'est 2020. Okay. Quelque part en 2020. On aimerait ça une première dans un festival à Montréal. Je dirais pas lequel pour l'instant, mais on aimerait ça. On verra aussi. Là, ça dépend aussi des stratégies de distribution et tout ça. Là, mais moi, j'aimerais ça une sortie en 2020. Okay. Donc, tu veux faire le parcours des festivals avant de le mettre disponible au public, c'est ça? Il y a des bonnes chances qu'on fasse le parcours des festivals. Évidemment, les contributeurs vont voir la version numérique et tout ça, mais avant que ça soit là, peut-être une vente télé ou quelque chose comme ça, on veut l'envoyer dans les festivals. Moi, j'aimerais ça l'envoyer dans les festivals, c'est sûr. Parce que ça reste un long métrage. Il y a un aspect... il y a une histoire qu'on veut raconter aussi là, à travers tout ça. Donc, c'est vraiment comme une fiction. Là. Ça fonctionne comme une fiction. On veut raconter quelque chose. Pas juste d'informations qu'on veut véhiculer. Il y a des moments très émotifs là-dedans là, aussi que je veux passer. Un petit exemple dans la démo. Maintenant, on voit Malgus, il parle pas pendant à peu près 15 secondes. Puis il y a une petite musique un peu smooth. Je veux dire, il y a des moments comme ça que je veux laisser respirer le film pour faire vivre des émotions aux spectateurs aussi. Les amener dans la bulle, dans la bulle de mes personnages. T'sais. Oui, il est en grande réflexion, là, on le voit. Là. Bon, puis il savait même pas que je tournais et tout. Fait que il y a des moments comme ça que je capte au vol. Là, justement, as-tu des anecdotes particulières que sans tout dévoiler tes meilleurs extraits, mais des trucs intéressants que tu peux mentionner qui sont pas dans la démo nécessairement? Ah, écoute, il y a tellement d'affaires que j'ai tournées. De mémoire comme ça, là, c'est une bonne question. Une anecdote, quelque chose de drôle ou de surprenant? Ouais, ben écoute, drôle. C'est sûr qu'il y a des affaires à un moment donné que j'ai pas assez proche de tourner puis que ça a pas donné. Là, je pense à pauvre Malgus, là, Cosplay Fest de Trois-Rivières. Avec son. Moi, j'avais la caméra qui était éteinte, qui était pas allumée. Et puis, j'entends un bruit, un vacarme, là. Patelard! Puis je me retourne, puis tout le monde se lance sur un petit effet de foule là, de peut-être 10-12 personnes vers OK, le joueur c'est Malgus en Stormtrooper couché à plat ventre. Là. Il a vraiment fait en bon latin un faceplant. Il s'est accroché sur une bordure de béton, puis il a vraiment fait. Il a vraiment tombé là, comme droit, un arbre. Comme un arbre, exactement. Puis il était pas content, évidemment. Il n'avait pas vu la petite bordure de béton. Ils l'ont relevé. Puis ben moi, c'est sûr que pendant qu'il le relevait, ben là, j'ai comme allumé la caméra, puis on voit un petit peu le début de pas de la chute, là, mais c'est hors foyer et tout ça, mais je m'ajuste, je vais peut-être le prendre, ce bout-là, où est-ce qu'on voit qu'il se passe quelque chose, visiblement, là, parce que je m'ajuste en vitesse et tout, puis ça a l'air un petit peu broche à foin, mais c'est le genre de moment que je vais peut-être garder pour montrer qu'il se passe quelque chose. Là. Puis là, après ça, on le voit s'éloigner. Tranquillement. Fait que là, j'entends dire « OK, je suis correct, ouais, c'est bon, OK. » Fait que là, il s'éloigne, puis il s'en va. Puis là, moi, je le fais avec la caméra en zoom, là, je zoome sur lui. Puis là, je le vois. Puis là, il y a des enfants qui courent après, qui suivent. Puis là, lui, il vient de planter. Là. Ça étend pas les tickets. Là. Là, je le vois lever la main. Tu sais. Lever la main, le bras, comme ça, c'est un bras stiff de Stormtrooper. Là. Puis là, les enfants arrêtent là. Tu sais. Puis il continue pas de le suivre. T'sais. Là, plus tard, vraiment, là, je m'approche de lui. Je l'ai été filmé quand il s'est dégoûté, quand il a enlevé son costume, puis de son ticket et tout ça. Là, il y a des bris. Là, il a son fusil, il a cassé. Bon, il y a des bris qui ont été réparés par la suite, mais justement, le Flamand, c'est parce que quand les kids le suivaient, il disait il y en a d'autres tickets là-bas. Là. Les kids sont restés figés. Mais tu sais, c'est ça, il arrive toujours comme des affaires comme ça, un peu impromptues qu'il faut prendre. Puis des fois, c'est difficile au niveau du tournage de dire OK, quand est-ce que j'arrête de filmer, tu sais? Je veux dire, j'ai été filmé en fin de semaine, avant le Comic-Con de Québec, j'ai été filmé avec Steve, puis bon, il y a une personne avec lui qui a engagé un jardinier, pas un jardinier, mais un paysagiste là, français, qui a fait venir, tu sais, de la France, tout ça, puis évidemment, je n'irai pas plus loin que ça, là, je veux pas rien dévoiler, mais
j'étais au souper, puis on m'a posé au dîner à son restaurant, puis là, je me suis dit, merde, il faut que je filme ça. Moi, j'avais pas pensé filmer, là, moi, j'avais ma caméra était de côté, puis là, je me suis dit, OK, il faut que je filme ça, il faut que je demande au monsieur comment il a rencontré Steve, puis tout, parce que Steve en parlait, puis avec des étoiles dans les yeux, puis... Fait que là, il y a des moments comme ça, Mané, que tu te dis, OK, faut que je règle. J'ai demandé au monsieur, est-ce que je pourrais filmer, là, savoir comment est-ce qu'il était à l'aise avec la caméra et tout ça. Je dis, oui, pas de problème, pas de problème. Donc ouais, il y a des moments comme ça que tu te dis, OK, j'ai pas le choix de filmer, tu sais, puis ça va être pas mal un petit peu du bonbon aussi dans le documentaire. À ce moment-là, si je le prends, là, il y a quelque chose d'intéressant de plus là, que je dis pas. Mais ça donne le côté personnel des gens dans leur vie hors Star Wars, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Ben, hors Star Wars, oui, puis ouais, c'est ça, hors Star Wars, dans leur vie quotidienne et tout ça. Puis même le powwow, j'ai été filmer le powwow parce qu'il y a une troupe de danse traditionnelle, Steve. Donc, j'ai filmé sa représentation durant la fête du Canada là, à Québec, là, du powwow à Wendake. Donc, ça, c'est hors Québec, mais c'est hors Star Wars. Mais il y a toujours un petit peu de Star Wars qui le rattrape en arrière. Je veux dire, avant qu'il mette son costume de danseur, il y avait son T-shirt de Darth Vader. Puis, je veux dire, quand il se costume en TK, ben, il se costume aussi en danseur. Je trouve qu'il y a un beau parallèle là, de revêtir une autre peau. T'sais. Maintenant, il va vouloir être Enfys Nest. Hein, maintenant. Oui, là, il tripe ce personnage-là. Je pense pas que ce soit lui qui va vouloir être Enfys Nest. Je pense que c'est peut-être plus ses filles. Mais... Oui, c'est ça. Donc, si on conclurait un peu là-dessus, c'est quoi le message que tu essaies de passer avec ton documentaire? C'est quoi que tu veux que les gens retiennent du documentaire? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent du documentaire? Ça, c'est une très bonne question. C'est sûr que j'ai un objectif. J'ai déjà un objectif très concret que j'ai décrit. C'est-à-dire, je veux déplacer le spotlight donc du cliché des geeks. Je pense que l'idée qu'on est tous des geeks aussi et qu'on peut tous s'exprimer aussi. Un autre objectif, je dirais, un petit peu plus à l'arrière-scène, là, je te dirais, c'est que la communauté de Star Wars, les communautés de geeks deviennent de plus en plus importantes, sont de plus en plus grosses. Mais moi, dans le documentaire, je pars du groupe, puis je vais vers la personne, l'individu, vers l'intime. Parce que je pense que, ultimement, ça nous fait du bien à nous, personnellement, ce qu'on fait. T'sais. Ça nous fait du bien, personnellement, à nous, la façon qu'on exprime cette passion-là. Ça appartient pas à personne d'autre. Ça appartient pas au groupe. Ça nous appartient à nous. Ça nous fait du bien à nous. Donc, c'est un petit peu ça que je fais dans le documentaire, c'est ce que je veux faire. C'est-à-dire que, je suis souvent dans les groupes, dans les conventions et tout ça, mais de moins en moins. C'est-à-dire, de moins en moins, dans le documentaire, plus on avance, puis moins c'est ce qui m'intéresse, le groupe. Le groupe est intéressant aussi, évidemment. Il y a une famille, là, pour beaucoup de personnes, c'est important aussi, le groupe. Mais c'est important aussi parce que ça nous fait du bien, personnellement, tu sais. Si ça nous faisait pas du bien, puis que, je veux dire, on participerait pas à ces conventions-là. Donc, c'est une expérience qui est très, très, très intime, la passion pour un objet de la culture populaire, soit Star Trek, là, c'est Star Wars, dans mon cas. Moi, je suis un fan de Star Wars, donc j'ai fait un documentaire sur des fans de Star Wars. Si j'avais été un Trekkie, j'aurais fait un documentaire sur les Trekkies, tu sais. Donc, je pense que ultimement, justement, dans mon docu, je m'intéresse davantage aux individus par leur expérience intime à eux. Et pourquoi est-ce qu'ils continuent d'être fans, plus que le groupe. Le groupe, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Une autre question. Après le documentaire Star Wars, après que le fan soit avec toi, est-ce que tu as d'autres projets en tête ou des choses qui te titillent, que tu aimerais vraiment, que ce soit des longs métrages, courts métrages, d'autres documentaires ou des projets sur Internet, etc.? Je te dirais là, que pour l'instant, je suis très concentré sur ce documentaire-là, mais j'ai un autre projet. C'est sûr que j'aime beaucoup la fiction, donc j'ai un projet de long métrage là, que j'achève là, de monter, qui est un projet très personnel, là, un film d'auteur là, d'une heure et demie à peu près, que j'ai tourné en 2017. Puis là, on est en post-production depuis ce temps-là.
Puis là, on achève le montage sonore. Là. Donc, il y a des bonnes chances que ça apparaisse, que ça sorte dans peut-être 3-4 salles au Québec. Là. Donc, c'était un long métrage avec Normand Dano, Bénédicte Descaries, Lisa Roy, quelques noms quand même bien. Oui, c'est ça, il y a quand même des noms connus. Là. Ouais, quelques noms connus là-dedans. Puis écoute, on a tourné ça là, à nos frais. Là, moi et ma conjointe, elle a retiré ses REER. Moi, j'ai pris mes petites économies. Puis j'ai pas mal d'économies. Donc, fait qu'on a investi là-dedans. On n'a pas eu de financement. Donc, c'est financement privé, là, all the way. Puis, ça, j'ai hâte de finir ça. Puis, c'est sûr qu'entre-temps, j'ai écrit un scène pour un autre film que j'espère peut-être pouvoir faire financer. Mais tu sais, c'est une jungle, là, le cinéma au Québec. Là, je dis souvent, c'est du missionnariat, là, faire du cinéma au Québec. Là, donc, mais je m'intéresse beaucoup au cinéma de genre. Évidemment, ça, c'est un film d'auteur-là que j'ai fait très personnel, là, inspiré un petit peu d'une histoire vécue. Là. C'est pas un film de genre du tout, là, mais les autres films, les autres projets que j'ai en tête que je veux faire, c'est pas mal des trucs de genre, dont ce projet-là en question, là, dont je ne parlerai pas, mais que j'ai hâte de pouvoir écrire pour vrai. Puis il y avait un autre projet aussi de science-fiction qui s'appelle Soldonix, il y a une bande-annonce là, qui est apparue, une fausse bande-annonce. Là. Évidemment, c'est une bande-annonce concept. Là. Puis, disons que comme on dit en bon latin, j'ai mis ça sur le back burner là, comme projet, là, donc en attente. Mais ça, c'est un projet que j'aimerais faire revivre éventuellement. Là. On était sur le bord, là, il y avait un producteur là, qui avait une option sur le projet. Puis ça a passé proche en France là, de passer là, chez un diffuseur. Mais donc, c'est ça. Donc, à un moment donné, ça va revivre. Mais ouais, je suis pas mal. Je me concentre sur mon documentaire. Puis après ça, là, on verra là, quand ça va se présenter. Là. Ça va t'ouvrir des portes, ce documentaire-là. J'espère. On verra. Donc, bon, ben, merci beaucoup, Marc, d'être venu à l'émission et d'avoir partagé ta passion pour Star Wars avec nous sur Star Wars en direct. Comment les gens peuvent te rejoindre et si tu as des gens aussi à remercier, c'est le moment maintenant. Ben oui, certainement. Écoute, merci d'ailleurs de m'avoir reçu. Je pense que c'est une entrevue très sympathique d'ailleurs. C'est toujours très sympathique de parler de Star Wars de toute façon. C'est toujours très amusant. On peut me rejoindre sur la page, personnellement en fait, on peut me rejoindre sur ma page Facebook, Marc Joly Corcoran, par Messenger tout simplement. Donc il y en a qui me rejoignent par là. Donc ça sans problème. Là. Même si on n'est pas amis, là, faut me rejoindre par là. Il y a aussi la page du projet, donc que la fan soit avec toi, qu'on peut trouver aussi relativement facilement sur Facebook. Puis la campagne Indiegogo qui est maintenant en ligne. La campagne Indiegogo est en ligne depuis le 19 octobre. Ça va être en ligne pendant 2 mois. Donc la campagne dure 2 mois au total, jusqu'à la mi-décembre, puis on a un objectif de 20 000. Puis aussi, j'aimerais remercier des partenaires là, en ce moment qui contribuent à la page et aux contreparties de Indiegogo. Dans les contreparties, il y a donc des cadeaux qui sont offerts, dont par exemple verre sous verre, porte-clés gravés avec le logo du film. Donc ça vient de STG Création, Grendel Design aussi, Denis Hott, Sébastien Leboutillier aussi, qui est un artiste visuel qui offre 10 œuvres exclusives aussi, donc dessignées à la main. Et puis, il y a aussi Kaya Boutique, là, donc, qui offre des figurines là, Black Series là, dans certaines contreparties, là, donc certains forfaits. Il faut aller voir sur la page Indiegogo pour voir quels sont les forfaits dans lesquels ces figurines-là se trouvent. Donc, vraiment, je remercie beaucoup ces partenaires-là qui ont accepté là, donc, d'embarquer. Puis, ça permet aussi d'offrir quelque chose aux gens qui investissent. Hein. Donc, en plus d'avoir aussi même le film en numérique, parce que, bon, évidemment, le film, ceux qui contribuent ont tous le film numérique, ça c'est sûr. Un remerciement dans le générique, etc. Et aussi, bon, des œuvres venant d'artistes. Donc, je suis très, très, très reconnaissant là, envers eux. Excellent. Ben, merci Marc. Et puis, je vais marquer sur mon calendrier 2020 pour reparler avec toi quand tout va être... oui. Quand tu vas aller à ton premier festival, peut-être. Oui, certainement. Ben oui, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Donc, je rappelle à tous nos auditeurs qui voudraient encourager Marc de rejoindre sa page Facebook et de participer à sa campagne de financement Indiegogo, dont je vais laisser le lien dans l'article de cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions, vos commentaires sur ce que je viens de discuter avec Marc, soit par email à studio@starwars.direct, sur l'article de l'épisode de notre site ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou notre chaîne YouTube. Vous pouvez me rejoindre personnellement ou suivre mes activités sur Twitter à l'usager Danny Pépin ainsi que sur Instagram aussi sous l'usager Danny Pépin. Merci à nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction.
Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.